Le multiculturalisme est utilisé en Asie plutôt comme réclamer le droit des minoritaires. Un argument. Un argument pour réclamer le droit des minoritaires. Oui, voilà. Donc la connotation du multiculturalisme pour nous, c'est un peu qui travaille concomitant de la démocratisation. Ok, très bien. Et du coup, dans tout ça, alors c'est clair qu'on comprend qu'en Asie, de toute façon, si on comprend pas bien quand on est occidental et qu'on connaît pas l'Asie, c'est vrai qu'il y a... alors moi, je connais peut-être certainement un peu plus le Vietnam sur ces aspects-là, avec des ethnies qui ont avec très nombreuses, qui vont composer la société. Quelque chose qu'on a beaucoup moins quand même en France, avec peut-être des groupes comme ça d'ethnies ou aborigènes. En Europe, ça nous paraît beaucoup plus distant, parce que ce rapport-là, on l'a beaucoup moins dans nos sociétés. Alors, donc toi tu étudiais par rapport à tout ça la question des médias. Alors comment cette question des médias destinés aux migrants va nous permettre de connaître la situation des migrants et aussi quels sont ces médias et à quoi ils servent justement? J'ai étudié des médias, par exemple les médias écrits, la presse écrite et aussi les radios, la télé, des documentaires, mais pas seulement, pas que. En tout cas, en général, il y a une évolution. On va voir le mode de communiquer, le mode de médias utilisés a changé au fil de temps. Par exemple, avant, il y avait, ça a commencé par les médias, la presse écrite, mais comme tout le monde le sait, la presse écrite est en train de diminuer. À Taïwan aussi. Ouais. À Taïwan aussi, surtout pour des médias écrits pour des immigrés. Et donc là maintenant, on a plus en plus des médias, de nouveaux médias, dans les réseaux sociaux. Il y a des événements qui s'organisent dans les médias sociaux ou des documentaires faits par des immigrés. Non, c'est-à-dire qu'au début, on a des médias traditionnels qui parlent, qui donnent les informations pour les immigrés pour qu'ils puissent assimiler encore mieux dans la société taïwanaise. Oui. Mais là, maintenant, c'est plus le but. Le but n'est plus de les assimiler dans la société, c'est de donner une plateforme pour que lui, il parle pour lui-même, pour eux-mêmes. Par exemple, là, maintenant, on a des podcasts faits par des immigrés elles-mêmes. Et on a aussi il faut que je présente, il y a aussi des... comment ça s'appelle, de Brilliant Time Bookstore. Ça, c'est des librairies pour des immigrants qui veulent emprunter les livres en leur langue maternelle. Et aussi, ils ont des Migrant Literature Awards, c'est-à-dire pour inciter d'écrire les romans ou les poèmes dans leur langue maternelle. Donc maintenant, c'est plus assimilé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de donner une plateforme de empower, oui, de s'exprimer dans leur langue maternelle ou en chinois, quand ils veulent. Ouais. C'est ça que j'allais te demander, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est justement des médias publics, privés, qui pourraient être très orientés, mais aussi il y a aussi des médias indépendants, donc on imagine qu'il y a plusieurs sources comme ça de médias. Exactement. Au début, c'était plutôt les médias publics, parce que au début, quand j'ai dit au début, c'est en 2000. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le gouvernement qui a payé pour faire qui donnait des leçons aux femmes qui se marient avec des Taïwanais. Et à ce moment-là, en l'année 2000, les travailleurs migrants sont vraiment ignorés par le gouvernement. Ils n'ont pas pris en compte du tout. C'est à partir de après l'année 2008 ou 2016, ça a commencé à être dans le champ des médias de Taïwan.
Justement, même à Radio Taïwan International, il y a des langues vietnamiennes, etc., qui sont des sources d'informations hyper importantes parce que on l'a peut-être pas dit là comme ça, mais effectivement, il y a plein de ces migrants qui s'informent avec ça ou qui écoutent des choses parce qu'ils parlent pas forcément mandarin. Exactement. Il y a vous, il y a Radio International et aussi le PTS qui ont fait aussi des actualités en leur langue. Oui, ça c'est ce que le gouvernement a dit, mais je pense que ça c'est la base. Oui. Ouais, ça c'est ce qu'il faut faire. Et après, il y a beaucoup de sociétés civiles qui ont des initiatives créatives, par exemple librairie, où il y a aussi des ateliers de médias pour apprendre au travail migrant de faire le propre documentaire. Donc on peut voir Taïwan de leur regard, de leur point de vue. Et qu'est-ce qui pousse selon toi des personnes de la société civile ou même l'État à se soucier en fait de ce besoin d'informer ces catégories de population là? Qu'est-ce qui est important selon toi? Le but a changé aussi pendant 3 ans. Tu disais qu'au début c'était un peu pour éduquer. Oui, c'est un peu... cibler vraiment une manière de présenter les choses. Voilà, exactement. Au tout début, dans les années 90, c'est un peu laisser faire. Ils s'en foutent de cette population. Et après, c'est pour... moi, je trouve, c'est de les encadrer, éduquer, pour qu'ils ne fassent pas des troubles dans la société de Taïwan. Donc, un peu comme stabilisateur. Donc, les médias, c'est pour stabiliser. Et que c'est de donner aussi un chemin pour qu'ils puissent laisser les sentiments et laisser Taïwan tranquille. Et ça c'est au début. Et après, la deuxième phase, c'est plutôt de l'assimiler. C'est assimiler, donc on donne beaucoup on s'efforce qu'ils puissent devenir un bon Taïwanais. Oui, ou une bonne belle-fille de Taïwan. Il y a une télé justement qui s'appelle Belle-fille de Taïwan. Donc, c'est leur rôle dans la société de Taïwan. Et après, troisième phase, c'est plutôt pour donner la parole. Et justement, à cette question de la parole, donner la parole, est-ce que parce que ça, j'ai pas du tout ce recul-là. Est-ce que les médias comme ça pour travailleurs, pour cette catégorie de population, est-ce qu'ils entretiennent des relations avec d'autres médias, que ce soit l'agence de presse ou alors peut-être même comme nous, des médias comme Radio Taïwan International ou d'autres médias, pour peut-être justement faire entendre la voix des migrants, mais aussi et faire connaître aussi les migrants, etc., auprès de la société taïwanaise en général. Est-ce qu'ils peuvent réussir à passer d'un média comme ça destiné aux migrants à des médias peut-être plus importants à Taïwan? Pour l'instant, ça se fait plutôt par des activités ou des événements organisés par la communauté elle-même aussi. C'est possible. Par exemple, quand je dis il y a des prix littérature des migrants. Là, c'est un événement et ça attire l'attention de beaucoup de médias taïwanais, des grands médias. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de politiciens qui les soutiennent aussi. Donc, à ce moment, pour l'instant, on n'a pas encore atteint l'idéal. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent aussi communiquer directement auprès des médias taïwanais mainstream. Mais ça se fait plutôt par des activités organisées. Ou comme ça ou par des initiatives. Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. La thèse bientôt en ligne peut-être accessible en ligne un jour. Peut-être. En tout cas, je vais commencer à réfléchir sur la possibilité de le publier. Okay. Ouais. Super. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Clément.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette discussion avec Judith Seng jusqu'au bout pour ce nouvel épisode donc de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. C'était Clément Tricot. Vous pouvez vous rendre sur la page de cette émission pour retrouver forcément des liens et des informations sur notre invité. Je vous invite également à vous abonner au podcast. Donc les différents liens sont aussi sur la page de l'émission. Ou à me suivre sur Twitter, il y a aussi le lien. Donc c'était donc Clément Tricot. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Et d'ici là, vous savez, portez-vous bien. Vous écoutez Radio Taïwan International, diffusée depuis Tamshui, Taïwan.